50 contre 49. Une seule voix. C'est l'écart qui a conduit le Sénat américain, le 13 mai 2026, hier, à refuser pour la 7e fois d'ordonner au président Donald Trump de retirer les forces américaines d'une guerre qui devait initialement durer 4 à 5 semaines. 74 jours après le début de l'opération Epic Fury. 74 jours de bombes, de blocus, de cessez-le-feu rompus, de hausse des prix du pétrole, et pas un seul mot de ce président au Congrès pour demander « Pouvons-nous continuer ?» Une voix. C'est tout ce qui sépare la Maison-Blanche d'un ordre légal de mettre fin à une guerre. Une voix, et un sénateur démocrate de Pennsylvanie nommé John Fetterman, qui a changé de camp et a donné à Trump exactement ce dont il avait besoin. Nous allons parler de ce vote ce soir, dans les moindres détails. Car ce qui s'est passé hier dans cette chambre n'est pas une histoire entre démocrates et républicains. C'est une histoire sur qui, aux États-Unis d'Amérique, a le pouvoir de mener votre pays à la guerre. Et la réponse, à l'heure actuelle, en 2026, n'est pas celle que la Constitution prévoit. Avant d'aller plus loin, je voudrais que vous donniez votre réponse dans les commentaires dès maintenant. Voici la question. L'article 1, section 8 de la Constitution des États-Unis confère au Congrès, et au Congrès seul, le pouvoir de déclarer la guerre. Ce n'est pas mon opinion, c'est le texte. C'est ainsi depuis 1787. Voici donc la question à laquelle je voudrais que vous répondiez. Si la Constitution stipule que c'est au Congrès de déclarer la guerre, et que le Sénat a désormais voté à 7 reprises pour s'opposer à celle-ci, à quel moment un président menant une guerre sans autorisation cesse-t-il d'être dans une zone grise juridique pour entrer dans une situation qui mérite un tout autre qualificatif? Postez votre réponse. Je les lis toutes, sans exception. Car cette question est au cœur de tout ce qui s'est passé hier, et je vais vous en apporter la preuve. Voyez les choses ainsi. Vous vivez dans un quartier doté d'une association de propriétaires. Elle a des règles. Tout le monde les a acceptées en emménageant. L'une de ces règles stipule: avant que quiconque puisse dépenser l'argent commun du quartier pour un projet d'envergure, une nouvelle clôture, un système de sécurité, tout ce qui concerne tout le monde, l'ensemble du comité doit voter en faveur. Imaginez maintenant qu'un membre de ce comité, celui qui s'occupe de la sécurité, décide de son propre chef d'engager une société de sécurité privée. Une grosse, coûteuse. Il signe le contrat, il déploie les agents, il ne convoque pas de réunion. Il en informe le reste du comité après coup. Il dit « Il y avait une menace, j'ai dû agir vite ». La commission est en ébullition. Elle vote 1 fois, 2 fois, 3 fois, pour mettre fin au contrat et rappeler les gardes au pays. À chaque fois, elle n'atteint pas la majorité requise, car une poignée de membres ne cesse de répéter « Laissons-le s'en occuper, il sait ce qu'il fait. Nous passerons pour des faibles si nous faisons marche arrière maintenant. » Pendant ce temps, les gardes sont toujours sur le terrain. La menace était peut-être ou non ce qu'il a dit qu'elle était. Et les factures continuent d'arriver, et tout le monde dans le quartier les paie, qu'il ait voté pour cela ou non. C'est exactement là où se trouvent les États-Unis d'Amérique ce soir. Le comité, c'est le Sénat. Le chef de la sécurité, c'est Donald Trump. Et les gardes, les porte-avions, les bombardiers B-1, le blocus naval dans le détroit d'Ormuz, sont toujours déployés. Ils continuent de consommer du carburant. Ils continuent de coûter de l'argent. Et ils continuent d'opérer, sans un seul vote d'autorisation formelle, de la part de l'organe que la Constitution désigne comme seule habilité à les autoriser. Laissez-moi vous ramener au début. Car pour comprendre ce qui s'est passé hier, vous devez comprendre ce qu'est réellement la résolution sur les pouvoirs de guerre et pourquoi elle n'a jamais, en 53 ans, véritablement fonctionné. Nous sommes en 1973. La guerre du Vietnam touche à sa fin de la manière la plus humiliante qui soit. 58 000 Américains sont morts. Le Congrès a regardé les présidents, Johnson puis Nixon, mener une guerre qui a duré une décennie sans jamais demander de déclaration officielle. Nixon a bombardé le Cambodge en secret. Le Congrès l'a appris par la presse. Furieux, unis au-delà des clivages politiques et déterminés à ce que cela ne se reproduise plus jamais, les membres du Congrès ont adopté la résolution sur les pouvoirs de guerre. Cette loi prévoit 3 dispositions. Premièrement,
Le président doit informer le Congrès dans les 48 heures suivant l'envoi de troupes dans une zone de conflit. Deuxièmement, ces troupes doivent être retirées dans un délai de 60 jours, à moins que le Congrès n'autorise l'opération, ne déclare la guerre ou que le président ne certifie qu'il a besoin de 30 jours supplémentaires pour assurer un retrait en toute sécurité. Troisièmement, le Congrès peut, à tout moment, adopter une résolution commune ordonnant au président de mettre fin à l'opération. Elle a été adoptée malgré le veto de Nixon. Nixon l'a qualifiée de dangereuse et inconstitutionnelle. Tous les présidents depuis lors l'ont qualifiée d'inconstitutionnelle. Et pourtant, tous les présidents depuis lors ont également déposé les rapports dans les 48 heures, car ils devaient au moins donner l'impression de respecter la loi. Jusqu'à présent. Le 28 février 2026, Donald Trump a lancé l'opération Epic Fury aux côtés d'Israël. Des bombes sur Téhéran, sur les installations nucléaires, sur les structures de commandement du corps des gardiens de la révolution islamique. Il en a informé le Congrès le 2 mars. Cela a déclenché le compte à rebours de 60 jours. Le 1er mai 2026, le délai a expiré. Au lieu de se rendre au Congrès pour demander l'autorisation, Trump a envoyé une lettre. Dans cette lettre, il a déclaré, et je veux que vous écoutiez cela attentivement. Il a déclaré que les hostilités avaient déjà pris fin, car un cessez-le-feu avait été conclu le 7 avril. Un cessez-le-feu, au cours duquel le détroit d'Ormuz reste fermé à 90%. Au cours duquel des navires de guerre américains ont refoulé 45 navires commerciaux. Au cours duquel l'Iran a saisi un navire et les États-Unis ont intercepté un pétrolier lié à la Chine. Au cours duquel les deux parties sont, au sens juridique du terme, toujours engagées dans des hostilités. Ce cessez-le-feu, selon Donald Trump, signifie que la guerre est terminée. Et par conséquent, le délai de 60 jours est suspendu. Et par conséquent, il n'a pas besoin de l'autorisation du Congrès. Marco Rubio, secrétaire d'État, l'a dit encore plus crûment. Interrogé sur la loi sur les pouvoirs de guerre, il a déclaré, officiellement, devant les caméras. La loi sur les pouvoirs de guerre est inconstitutionnelle, à 100%. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré au Sénat « Si le président décide de reprendre les opérations de combat, l'administration estime qu'elle dispose déjà de toutes les autorités nécessaires pour le faire. » Tel est le cadre juridique dans lequel s'est déroulé le vote d'hier. Maintenant, 3 éléments. 3 faits avérés qui vous indiquent exactement ce que signifie le vote d'hier et ce qu'il ne signifie pas. La résolution a été présentée par le sénateur Jeff Merkley de l'Oregon en vertu de la résolution sur les pouvoirs de guerre de 1973. Elle était simple. Ordonner à Trump de retirer les forces américaines des hostilités contre l'Iran, à moins que, et jusqu'à ce que le Congrès n'autorise formellement le conflit. Le vote 50 contre 49. Contre. 3 républicains ont changé de camp et ont voté pour. Rand Paul, du Kentucky, un libertarien qui s'est opposé à toute extension des pouvoirs de guerre de l'exécutif tout au long de sa carrière. Il a voté pour les 7 résolutions. Susan Collins, du Maine, confrontée à une réélection difficile, a voté pour la 2e fois. Elle a déclaré « Toute nouvelle action militaire contre l'Iran doit avoir une mission claire, des objectifs réalisables et une stratégie définie pour mettre fin au conflit. » Lisa Murkowski de l'Alaska, et c'est une première, a voté oui pour la toute première fois sur cette question. Après le vote, elle a déclaré aux journalistes « Je pensais que l'administration nous apporterait peut-être plus de clarté sur la situation actuelle, et je ne l'ai pas obtenue. » 3 républicains. Ce n'est pas une révolte, mais c'est une fissure, car la résolution a échoué à une voix près. Et cette voix, celle qui a préservé les pouvoirs de guerre de Trump pour la 7e fois consécutive, a été exprimée par un démocrate. John Fetterman, Pennsylvanie, faucon pro-israélien. Le seul démocrate de la Chambre à avoir voté avec les républicains pour bloquer la résolution. Laissez cela faire son chemin. Un sénateur démocrate, élu sur un programme prônant les valeurs de la classe ouvrière et la responsabilité des institutions, a à lui seul préservé la couverture juridique permettant à un président républicain de poursuivre une guerre. Une guerre dont 66% des Américains souhaitent qu'elle prenne fin rapidement, même si cela implique de ne pas atteindre tous les objectifs fixés. Une seule voix, un seul sénateur,
Et hier, la guerre en Iran s'est poursuivie sans la moindre autorisation officielle du Congrès. Voici le fait marquant auquel aucune chaîne de télévision ne consacre suffisamment de temps. Les États-Unis n'ont pas déclaré officiellement la guerre depuis le 8 décembre 1941, le lendemain de Pearl Harbor. Depuis lors, tous les conflits militaires américains, Corée, Vietnam, Irak à 2 reprises, Afghanistan, Libye, Syrie, ont été menés soit en vertu de larges autorisations d'usage de la force militaire sur lesquelles le Congrès a voté, soit en vertu de l'autorité revendiquée par le président en tant que commandant en chef. La résolution sur les pouvoirs de guerre de 1973 était censée fixer une limite à cela. 60 jours, c'est le plafond. Passé ce délai, il faut s'adresser au Congrès. Mais voici ce qui s'est passé dans la pratique. Tous les présidents depuis Nixon ont qualifié cette loi d'inconstitutionnelle. Tous les présidents ont déposé les rapports requis, et les tribunaux, à chaque fois qu'on leur a demandé de se prononcer, ont refusé de statuer. Ils qualifient cela de question politique. Ils affirment que les membres du Congrès n'ont pas qualité pour agir. Ils trouvent des raisons procédurales pour ne pas intervenir. Il en résulte que la résolution sur les pouvoirs de guerre est, d'un point de vue juridique, une loi que personne n'a jamais été contraint d'appliquer. Elle existe, elle a un poids, mais elle ne dispose d'aucun mécanisme d'application qui ne nécessite pas l'intervention du Congrès, et le Congrès, presque toujours, n'agit pas. Ce qui a changé aujourd'hui, et c'est pourquoi le vote d'hier est important même s'il a échoué, c'est la donne politique. Premier vote, un républicain vote pour. Deuxième vote, un républicain. Troisième vote, un républicain. Quatrième vote, un républicain. Cinquième vote, un républicain. Sixième vote, 2 républicains. Septième vote, 3 républicains. 49 votes pour au total, à un vote de l'adoption. Le sénateur Tim Kaine de Virginie, qui a mené l'effort démocrate, a écrit après le vote « Nous faisons des progrès. Mes collègues entendent de plus en plus leurs électeurs leur dire « Mettez fin à cette guerre coûteuse et inutile ». Les démocrates ont annoncé qu'ils présenteraient une autre résolution la semaine prochaine. Et chaque semaine par la suite, jusqu'à ce que la guerre prenne fin ou que Trump vienne demander l'autorisation au Congrès. La question n'est pas de savoir si les votes finiront par aboutir. La question est de savoir ce qu'il adviendra de ce pays, sur le plan constitutionnel, démocratique et institutionnel, s'ils aboutissent et que Trump y oppose son veto. Car il en a le pouvoir. Et si le seuil des 2/3 requis pour passer outre son veto n'est pas atteint, la guerre continuera. Légalement, indéfiniment. Ce n'est pas une hypothèse, c'est la structure même de la situation actuelle. C'est ce troisième élément qui devrait empêcher tous les sénateurs républicains de dormir la nuit. Un sondage Reuters-Ipsos, réalisé le 11 mai, il y a 2 jours, a révélé que 2 Américains sur 3 estiment que Donald Trump n'a pas clairement expliqué pourquoi ce pays est entré en guerre avec l'Iran. 2 sur 3, dont un républicain sur 3. 66% des Américains estiment que les États-Unis devraient s'efforcer de mettre rapidement fin à leur implication dans le conflit, même si cela signifie ne pas atteindre tous les objectifs fixés. Ce n'est pas une position marginale, c'est une majorité qualifiée. 63% déclarent que leur foyer a subi un préjudice financier direct lié à la hausse des prix de l'essence due à cette guerre. Des prix de l'essence qui ont bondi d'environ 50% depuis le début du conflit. Et voici le chiffre qui devrait terrifier tous les républicains en lice pour les élections de 2026. Le taux de popularité de Trump s'élève actuellement à 36%. Avant le début de la guerre, il était de 40%. Il avait entamé son mandat à 47%. Les 3/4 de la population, dont la moitié des républicains, tiennent son administration au moins en partie responsable de la flambée des prix de l'essence. Rien de tout cela n'a fait bouger le Sénat hier. 50 contre 49. Et pourtant, 7 votes plus tard, les chiffres évoluent. Lentement, mais ils évoluent. La sénatrice Murkowski a déclaré après son vote quelque chose qui devrait être affiché sur tous les murs des salles de cours de sciences politiques de ce pays. Elle a dit « Vous avez un calendrier qui nous a fait dépasser les 60 jours. Je pensais que nous aurions plus de clarté. Je ne l'ai pas obtenue. » Cette phrase, prononcée par une sénatrice républicaine
qui ne se représentera pas avant 2028, qui n'a rien à perdre ni rien à gagner de ce vote, est un signal. Pas une révolte, pas encore, mais un signal. Le peuple le sait. Les sénateurs commencent à le montrer. La guerre continue quand même. Voici l'élément qui manque complètement dans la plupart des comptes rendus du vote d'hier. Ce vote ne concerne pas principalement l'Iran. Il porte sur une question qui survivra à cette guerre, survivra à cette présidence, et survivra à tous les sénateurs qui ont voté hier. Qui décide quand l'Amérique entre en guerre? La réponse, telle qu'elle est écrite depuis 1787, est le Congrès. La réponse, telle qu'elle est appliquée depuis 1950, est le président. La réponse, comme l'ont statué les tribunaux à maintes reprises, est la suivante. Nous préférons ne pas nous prononcer. Et la réponse, comme l'ont démontré ces 74 derniers jours, est la suivante. Personne parmi ceux qui ont le pouvoir d'y mettre fin ne le fait. Voici ce que cela signifie concrètement. Cela signifie que le prochain président, démocrate ou républicain, héritera d'un précédent qui vient d'être renforcé pour la 7e fois. On peut déclencher une guerre, parler de cessez-le-feu lorsque l'image devient mauvaise, déclarer que le compte à rebours est suspendu, et poursuivre les opérations militaires indéfiniment, tant qu'un nombre suffisant de sénateurs de son parti tient bon. Ce n'est pas un problème lié à Trump, c'est un problème structurel. Trump en est simplement l'incarnation la plus flagrante que nous ayons jamais vue. Car les architectes de la résolution sur les pouvoirs de guerre avaient compris en 1973 une chose qui est plus vraie aujourd'hui qu'elle ne l'était alors. Les guerres sont plus faciles à déclencher qu'à arrêter. Et plus elles durent, plus elles accumulent de poids institutionnel. Plus il y a de généraux qui s'y sont investis. Plus il y a de sous-traitants qui en tirent profit. Plus il y a de dirigeants politiques qui y ont lié leur crédibilité. Le délai de 60 jours a été conçu pour servir de coupe-circuit. Hier, le Sénat a voté par 50 voix contre 49 de ne pas le déclencher. Que va-t-il se passer maintenant? 3 scénarios sont possibles. Aucun n'est idéal. Premier scénario, le vote d'autorisation. Les votes sur la résolution relative au pouvoir de guerre échouent les uns après les autres, mais la pression monte. Un accord cadre se dessine à Islamabad. Les prix du pétrole baissent. Trump, sentant qu'une issue politique s'offre à lui, soumet au Congrès une autorisation d'emploi de la force militaire, non pas parce qu'il y est légalement tenu, mais parce que cela offre une couverture aux républicains à l'approche des élections de mi-mandat de novembre. L'AUMF est adoptée. La guerre est officiellement autorisée. Trump présente cela comme un soutien du Congrès. Les démocrates y voient un chèque en blanc. Dans ce scénario, la question constitutionnelle est résolue, non pas par le biais de la résolution sur les pouvoirs de guerre, mais en la contournant. Le résultat est juridiquement clair, mais politiquement chaotique. Le précédent est établi. On peut commencer la guerre d'abord, demander la permission ensuite, et le Congrès finira par ratifier les faits sur le terrain. Scénario numéro 2. La 51e voix. Un républicain de plus rompt les rangs. La résolution est adoptée. Trump y oppose son veto. La tentative de passer outre échoue. Il faut les 2/3 de chaque chambre. La guerre continue. Mais il y a désormais un document. Un veto signé. Un président qui a regardé la majorité du Sénat et a dit « Je m'en fiche ». C'est un paysage politique très différent de celui dans lequel nous nous trouvons actuellement. Chaque sénateur ayant voté contre la résolution est désormais officiellement enregistré comme ayant voté pour soutenir le veto d'une résolution sur les pouvoirs de guerre. Ce fait sera repris dans les publicités de campagne. Ce fait entrera dans les livres d'histoire. Et Keynes a raison, ils continueront à voter, chaque semaine, jusqu'à ce que les élections de mi-mandat rendent les chiffres impossibles à ignorer. Scénario numéro 3. Les tribunaux. Les démocrates ont évoqué la possibilité d'une action en justice. Si Trump poursuit les opérations militaires au-delà du délai de 60 jours sans autorisation, des membres du Congrès intentent une action en justice pour obtenir une décision sur la constitutionnalité de la résolution sur les pouvoirs de guerre. Historiquement, les tribunaux ont toujours refusé de se prononcer. Depuis 1973, toutes les décisions fédérales rendues sur cette question ont invoqué un motif procédural pour se désister. Mais cette situation diffère sur un point essentiel.
Le délai de 60 jours a visiblement et indéniablement expiré. La lettre de Trump, affirmant que les hostilités sont terminées, est directement contredite par la poursuite du blocus naval américain, le maintien des restrictions iraniennes dans le détroit d'Ormuz et la poursuite des attaques mutuelles contre des navires dans le détroit. Si un tribunal, un juge fédéral, une cour d'appel, décide de se prononcer sur le fond plutôt que de se retrancher derrière des arguments procéduraux, la crise constitutionnelle que tous les présidents depuis Nixon ont réussi à éviter grâce à un langage prudent et à un respect partiel de la loi deviendra inévitable. Dans ce scénario, la guerre en Iran deviendra l'affaire qui répondra enfin à la question que la Cour suprême refuse de trancher depuis 53 ans. La résolution sur les pouvoirs de guerre lie-t-elle le président ou non? Voici ce dont je suis certain ce soir. Le vote s'est soldé par 50 voix contre 49. La guerre continue. Le délai légal de 60 jours a expiré et a été déclaré sans importance par l'administration qui mène la guerre. Et le seul sénateur démocrate à s'être écarté de la ligne de son parti l'a fait d'une manière qui a préservé, pour la 7e fois consécutive, le pouvoir illimité de l'exécutif. Les 3 républicains qui ont voté oui ne sont pas des héros, ils sont un signe d'alerte. Car les chiffres évoluent, lentement, un sénateur à la fois, et lorsqu'ils atteindront 51, la donne changera. Ce que je sais également, c'est ceci. 66% des Américains veulent que cette guerre se termine rapidement. 63% paient leur essence plus cher à cause d'elle. 66% affirment n'avoir jamais entendu d'explication claire sur les raisons de son déclenchement. Ce ne sont pas des abstractions, ce sont des gens qui font le plein, vérifient leur compte en banque et regardent un vote au Sénat échouer à une voix près, encore une fois, et se demandent si le pays dans lequel ils vivent est bien celui qu'on leur a enseigné à l'école. La Constitution donne au Congrès le pouvoir de déclarer la guerre. La Constitution n'a pas été amendée. Mais quelque chose a changé, progressivement, au fil des décennies, à travers le silence, la déférence et la convenance politique, jusqu'à ce que nous arrivions à un mardi de mai 2026, où un sénateur de l'Alaska déclare « Je pensais obtenir des éclaircissements de la part de l'administration. Je ne les ai pas reçus. » Et il vote en conséquence. Et cela ne suffit toujours pas. La question que je vous pose ce soir, et j'attends votre réponse dans les commentaires, est la suivante. Si 3 républicains sont prêts à rompre les rangs, si les 2/3 des Américains s'opposent à la poursuite de la guerre sans justification claire, si le délai légal de 60 jours a manifestement expiré, qu'est-ce qui exactement fait tenir le cap? Est-ce une question de principe, de loyauté envers le parti, de la crainte d'être le sénateur qui a perdu la guerre? Ou s'agit-il de quelque chose de plus fondamental, un système de gouvernement qui, au fil de 75 années de conflits non déclarés, a évolué vers un modèle où la question de savoir qui décide d'entrer en guerre trouve une réponse très différente de celle qui fut écrite à Philadelphie en 1787. Postez vos réponses dans les commentaires. Je les lis toutes, sans exception. Abonnez-vous dès maintenant, car la semaine prochaine, il y aura un autre vote. Et la semaine d'après aussi. Et Keynes l'a dit lui-même. Nous faisons des progrès. Avec 49 voix, il ne leur manque qu'un sénateur pour modifier l'architecture juridique de cette guerre. Lorsque ce vote aura lieu, vous devez être là. Cette histoire ne ralentit pas. Ne détournez pas le regard. Nous suivrons chaque événement en temps réel. C'est notre métier. Je m'appelle François. Vous êtes sur Regard Mondial. Si cet article vous a apporté les éclaircissements que vous recherchiez, partagez-le, abonnez-vous et donnez-nous votre avis dans les commentaires. La prochaine mise à jour arrive déjà.